Bonsoir à toutes. Et vraiment, merci d'être là aussi nombreux. Et notamment vous, les jeunes de ce pays, les jeunes, petit coucou particulier pour les jeunes du Juvénat qui ont fait le déplacement en bus exceptionnellement ce soir, mais également à tous les étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'UNC, qui nous accueille pour ce débat entre nous, organisé en partenariat avec le Cercle calédonien Michel Rocard et Nouvelle-Calédonie la première. Alors c'est un débat un peu particulier dans cette enceinte, puisque c'est pas une conférence, c'est vraiment quelque chose que l'on veut de non académique. C'est pour vous qu'on a décidé d'organiser ce débat, et c'est donc après le témoignage des anciens et des moins anciens, il faudra que vous vous exprimiez, que vous posiez des questions, mais que vous exprimiez aussi votre vision. Comment vous vous inscrivez dans le bénéfice de ces 30 ans d'accord, ou non, et puis comment surtout vous vous exprimez pas seulement dans un avenir proche, mais dans le présent, puisque c'est vrai que quand on parle de la jeunesse, on parle toujours de leur avenir, mais ils ont peut-être envie de s'exprimer sur maintenant, déjà sur le présent. Alors ce débat, il sera découpé en deux parties. La première sur cette fameuse méthode Rocard qui a su ramener la paix en 88. Cela dure donc depuis 30 ans. On pourra peut-être aussi évoquer sa modernité, j'allais presque dire son actualité, à quelques mois d'une échéance capitale pour la Nouvelle-Calédonie, une échéance dont on sait peut-être aussi qu'elle ne réglera pas forcément grand-chose de bien définitif. La deuxième partie, elle va vous impliquer encore davantage, puisqu'elle sera réservée à vos questions et vos interventions, justement sur la manière dont vous envisagez cet avenir et même ce présent. Un projet de société calédonien, accepté par tous, donc un projet commun et surtout durable. On verra éventuellement si cette méthode proche du consensus océanien et utilisée depuis 30 ans en politique peut être appliquée pour y aboutir. Et pour cela, Nadine, on a plusieurs invités qui ont souhaité rencontrer les lycéens et les étudiants ce soir. Bonsoir à tous, pour ceux que je n'ai pas pu personnellement accueillir. Alors, je suis Nadine Boispanin, présentatrice et journaliste à la rédaction LC, la première télé web et radio, dont je vais tenter de co-animer avec Gonzague, l'un de mes mentors, cette discussion autour des 30 ans d'accord. Et maintenant, 30 ans d'accord, donc à partir des accords de Matignon. À l'époque, il avait 50 ans. C'est Jean-Pierre Tayeb Haïfa. Son témoignage nous sera livré dans quelques minutes après l'extrait. À ses côtés, Bernard Robineau, qui avait 35 ans. Au moment de la signature des accords, il était étudiant en métropole. Il a ce regard un peu extérieur de ce qui s'était passé, de ce qui s'est passé à l'époque. Et puis, tout debout, à côté de Gonzague, Larry Martin Kaouma. Du Canada. Sociologue qui avait 9 ans. Et la même taille. Moi, j'en avais 7. J'ai oublié quelqu'un qui nous est très cher, le pasteur Ben Angoui. Voilà, si on a décidé de le mettre symboliquement ici, c'est parce qu'il a participé dès le début à cette belle idée de nous retrouver, et notamment avec vous tous, les jeunes de ce pays, ce soir. Il a été, dès le début de ce projet, avec nous, et il a disparu il y a un mois. C'est simplement une manière de vous dire que si on ne le voit pas ce soir, il est bien avec nous et autour de nous
avec la bienveillance et la bonté qu'on lui connaissait. Voilà, et on peut l'applaudir. Voilà, et puisque nous sommes connectés aussi avec tous les internautes de Nouvelle-Calédonie la première via un Facebook Live, n'hésitez pas, chers internautes, à intervenir également en direct. Vos questions seront récoltées tout au long de ce débat. Elles seront retransmises et on pourra en faire part à nos invités et au public. Il y a donc 30 ans, des hommes de bonne volonté, ennemis jurés quelques semaines auparavant, se serraient la main après des années d'une guerre civile qu'on préférait appeler pudiquement les événements. Une poignée de mains courageuses et risquées, fruit d'une méthode, celle de Michel Rocard, et que Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, parfois contre leur propre camp, ont souhaité, ont voulu, pour inventer en Calédonie un monde meilleur, mais surtout un monde ensemble. Pour illustrer cette période étrange où l'on est passé en quelques semaines de la guerre civile à la paix, voici un premier extrait de l'excellent film signé Ben Salama, Rocard, un artisan de la paix. On se retrouve juste après. Michel Rocard a fait la preuve que l'impossible était possible. Pour nous, c'était pas le sauveur attendu, quoi. C'était pas le Messie. Alors qu'on était vraiment dans une situation de fracture totale entre les communautés, de guerre civile larvée. Je pense qu'il y a eu près de 80 morts en Calédonie sur la population, c'est énorme. Il avait cette volonté chevillée au corps de se dire qu'il fallait traiter ce qui restait de situation coloniale dans l'héritage politique français. La France, avec Michel Rocard, ils ont beaucoup changé la vision qu'on avait de la France. C'est la recherche patiente, obstinée du consensus. Par une action politique, et littéralement politique, il réussit à faire en sorte que les gens reviennent autour de la table. Il réussit à faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans un processus de paix. Il a conduit ça très très bien. Très très bien. C'est assez inouï. Cette histoire de paix est une histoire complètement formidable. Un dimanche matin à l'hôtel Matignon. La résidence officielle est le lieu de travail des chefs de gouvernement de la France. Un calme apparent règne après une nuit de négociations âpres qui changera le destin d'un territoire lointain de la République. Michel Rocard, le nouveau Premier ministre nommé quelques semaines auparavant, vient de permettre un accord de paix entre ceux qui s'entretuaient depuis plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. Les journalistes conviés dans les jardins de Matignon assistent à un événement que personne jusqu'ici n'imaginait possible. Michel Rocard choisit de se retirer pour laisser s'exprimer les deux autres artisans de cette paix. Les délégations étaient conscientes, c'était même émouvant parfois, et je pense que la Calédonie, même si pour les militants c'est un peu dur peut-être dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Ce 26 juin 1988, l'indépendantiste kanak Jean-Marie Tjibaou hésite. Puis s'avance vers le leader des descendants de colons Jacques Lafleur, opposant résolu à l'indépendance. Une poignée de main qui restera comme l'espoir d'un destin commun pour toutes les populations calédoniennes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Michel Rocard s'est abstenu
de faire partie de la photo. En général, quelqu'un qui réussit un événement aussi important que la réconciliation des Kanaks et des Caldoches, on le voit au milieu, en train de serrer la main. Et non, et c'est là toute la qualité de Rocard de comprendre que ce qui comptait, c'était pas lui, c'était le fait que ces deux hommes décident de parler, de travailler ensemble. Je crois que c'est très fort et ça reste, et ça restera longtemps, cette poignée de main. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est Rocard qui l'a mise en scène ou pas, mais en tous les cas, il fallait bien qu'il y ait un signe concret de leur nouvelle entente, parce que c'était quand même des ennemis déclarés quelques temps avant, quelques mois avant. Hein. Moi, à l'époque, j'étais parmi les gens qui étaient très engagés. Je considérais le colon et puis même le métro, des fois comme mon ennemi. Il fallait que tous les deux dégagent d'ici. La poignée de main de Jacques Lafleur, pour moi, c'est quelque chose qui a changé les choses. Pour moi, c'est quelque chose qui a changé les choses. Voilà, donc premier extrait de ce film que je vous recommande de regarder. Rocard, artisan de la paix de Ben Salama, et qui, je crois, repasse jeudi sur François et sur la première dans Itinéraire à la fin du mois de juillet. Il est passé déjà là, il y a 2 semaines. Avant vraiment qu'on vous entende, que vous vous exprimiez, qu'il y ait vraiment interaction entre nos invités et vous-même, on va écouter, notamment pour les plus jeunes, trois témoignages de cette époque où on a réussi à réconcilier l'irréconciliable, à réconcilier 2 camps radicalement opposés. Alors le premier témoignage, Tayeb Jean-Pierre, Haïfa, de la guerre à la paix, comme ça, en pratiquement 6 semaines, juste après la tragédie d'Ouvéa, qui aurait pu être une bascule terrible. Et puis finalement, cette poignée de main inattendue, alors c'est un miracle, c'est le résultat d'une méthode ou un peu les deux à la fois. Comment vous l'avez vécu? Moi, je n'aime pas rester assis. Vas-y, prends ton micro. Vas-y. Bon, merci tout d'abord à l'assistance, merci aux jeunes, merci à l'université qui nous a permis donc de tenir, je dirais, cette réunion ce soir. Alors, je crois que lorsqu'on veut parler de la méthode Rocard, ou lorsqu'on parle de la méthode Rocard, on ne peut pas occulter ce qui s'est passé avant, parce que s'il n'y avait pas eu avant cela des incompréhensions, ou je dirais des refus de dialogue, ne pas accepter les différences, je pense que les événements de 88 auraient pu être évités si la sagesse des hommes l'avait emporté, plutôt que d'arriver un petit peu par la force avec les accords de Matignon. Ça, c'est important, mais c'est assez lent, ça serait trop lent à développer, parce que c'est une période qui a été, je dirais, marquée, je dirais, par aussi une certaine indifférence. Une indifférence de la part des dirigeants vis-à-vis de la revendication kanak, de la revendication identitaire. Autant on avait apporté partiellement la solution à la demande kanak, la réponse sur le foncier, sur la terre, qui leur permettait de retrouver leur identité. C'était une réponse partielle qui avait été apportée, mais il y avait aussi d'autres réponses à apporter. La réponse politique. Ne perdons pas de vue que depuis la fin de l'indigénat et le commencement des années 50, à l'Assemblée territoriale, jusqu'en 1971, les Kanaks étaient majoritaires. Ça, c'est un fait, ça a existé, et à partir des années 70, l'immigration massive
a fait que le kanak est devenu minoritaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui a eu une influence sur les événements, c'est-à-dire déjà non-reconnaissance de l'identité, ensuite la perte du pouvoir politique faisait qu'il y ait eu cette réaction. Si on en est arrivé là aussi, il ne faut pas oublier 1984, le statut voté pour la Nouvelle-Calédonie en refusant la centaine d'amendements de Roch Pidgeot, député kanak, Union calédonienne, à l'époque Front indépendantiste, le refus total et global de ces amendements, qui fait qu'il y a un boycott de l'Union calédonienne en 1984 et qui amène donc à la création du FNLKS. Et devant, c'est-à-dire que, on va dire devant, je dirais les Kanaks, ce qui leur restait, ils avaient le dos au mur, eh bien c'était la réaction sur le terrain. C'est devant toutes ces incompréhensions qu'on est arrivé aux événements de 1988. 1988, effectivement, il y avait les élections présidentielles. On se sert, je dirais, des événements en Nouvelle-Calédonie pour jouer l'élection présidentielle. Ça non plus, il ne faut pas le cacher. C'est un fait qui est vérifiable et qui a été évident. Donc, au lendemain des présidentielles, bon, parce qu'avant les présidentielles, pour OVA, on fait jouer des gendarmes, mais on fait jouer aussi l'armée. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une grande complicité entre le président de la République et son chef de gouvernement. Les élections présidentielles passées, le président de la République donc, nomme Michel Rocard Premier ministre. Et il lui propose, c'est-à-dire qu'il lui lègue le dossier calédonien. À ce moment-là, quand on regarde les faits, on pense que c'est le président de la République qui va se saisir du dossier calédonien. Mais il le passe à Michel Rocard. Bon, Michel Rocard étant un anticolonialiste, il l'a démontré tout le temps de sa jeunesse, étant aussi un homme pragmatique, généreux, étant surtout capable d'écouter et d'entendre l'autre, décide donc d'une mission. Une mission, vraiment, quand on apprend la mission et qu'on voit que dans cette mission, il y a un curé, qu'il y a un pasteur, qu'il y a un franc-maçon, on se pose des questions. Tout ça, comment qu'on va arriver à faire un bon plat avec, je dirais, ces éléments? Eh bien, effectivement, eh bien, la société calédonienne, elle est composée de chrétiens, catholiques en grande majorité, protestants aussi puissants, et puis la franc-maçonnerie. Les laïcs sont là. Et puis, il fait mener cette mission par Christian Blanc. Vous avez vu la modestie de Christian Blanc. La modestie. Et je pense que Christian Blanc, ayant œuvré avec Pisani, et surtout connaissant bien le monde calédonien, et en particulier le monde indépendantiste, c'est un atout pour Michel Rocard que de mettre Christian Blanc chef de cette délégation. Cette mission, elle passe dans le territoire pratiquement 3 semaines à 1 mois. Elle rencontre la société civile, elle rencontre les syndicats, elle rencontre les églises, elle rencontre la franc-maçonnerie, elle rencontre surtout, elle va sur le terrain, elle va dans les lieux où les événements ont été les plus chauds. Yingen, c'est quand même 9 morts, c'est les 2 frères de Jean-Marie Chibaou, morts à Yingen. C'est Touo, c'est Poindimier, c'est Wailou, c'est Canala, c'est Ouvert. Et j'oublie certainement quelques communes qui ont sillonné.
Et à partir de ces rencontres, à partir de longues rencontres avec Jean-Marie Tjibaou, ils se rendent compte qu'il y a une possibilité de dialogue. Eux ont dialogué, ils ont posé leurs fessiers sur les nattes ou sur les feuilles de coco, et ils ont discuté, ils ont palabré. Donc au vu de ça, lorsqu'ils rentrent en France, il est clair qu'ils ont pratiquement débroussaillé le terrain et ils ont réacquis une certaine confiance, perdue totalement, du côté des Mélanésiens qui ne croyaient plus du tout, mais du tout, à... Oui, mais alors justement, sur quelle base, Jean-Pierre? Parce que la mission du dialogue, elle a apaisé les choses sur le terrain, mais les points de convergence qui ont permis de nouveau le dialogue d'être... Eh bien, les points de convergence, les points de convergence, je pense qu'ils ont été plus particulièrement aussi quelque part du côté de Jean-Marie Tjibaou, une reconnaissance qu'il ne pouvait pas, je dirais, gagner l'indépendance par la guerre, et de l'autre côté, Jacques Lafleur, ayant, je dirais, été un homme de guerre, s'est rendu compte qu'il risquait d'être perdant, puisque de toute façon, son soutien à l'élection présidentielle, Jacques Chirac avait perdu la main, totalement, puisque les élections qui ont suivi après ont été des élections législatives qui ont remis une majorité aux socialistes. Donc, Rocard, donc, à partir de là, je crois que Michel Rocard a bien compris que les Kanaks avaient repris confiance et qu'ils étaient à même de rediscuter avec l'État français sans pour autant arriver avec une demande unilatérale d'indépendance. On a entendu, là, tout à l'heure, vous avez entendu le positionnement de Rocroi Mitterrand. Donc, je crois que le dialogue prôné par Rocard, l'acceptation de la différence, la reconnaissance de l'identité kanak et les propositions faites quant à ce que les Kanaks retrouvent, les indépendantistes retrouvent le pouvoir politique à travers les provinces. Donc je crois que ça a été un moyen, je dirais, d'apaisement et de permettre déjà pendant 10 ans de faire l'essai. Voilà, c'est 10 ans d'essai qui ont ensuite conduit à 20 ans supplémentaires avec l'accord de Nouméa. Bien de préciser de dire qu'ils retrouvent, que les Calédoniens... Ils retrouvent, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas. Ils retrouvent la majorité qu'ils avaient perdue à partir des années 75-76. Merci Taïeb pour ce premier témoignage. On aura l'occasion évidemment de te réentendre. Bernard Robineau, vous aviez 35 ans, si j'ai bien compris, à cette époque-là. Alors vous êtes un Calédonien qui avait vécu cette période-là, mais de l'extérieur, et donc, paradoxalement, avec un regard extérieur. Alors comment vous avez vécu cette transition, d'abord ces événements, et ensuite cette transition de la guerre civile à la paix? Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette vision, elle est totalement extérieure, puisque j'ai vécu tout de l'extérieur. Je vais vous raconter vite fait, mais elle est légitime, parce que de chaque côté où je remonte vers mes grands-parents, leur installation en Calédonie date du 19e siècle, de 1870-1880. Les oreilles de la famille, c'est mon grand-père Robineau qui s'installe en 1912 et qui va devenir capitaine du port. Donc c'est pour ça que j'ai une certaine légitimité. J'ai toujours été calédonien. Chez moi, on a toujours parlé Calédonie et ça a toujours été ma terre. Par contre, mon père a pris la décision, quand j'avais 1 an, d'aller en formation en métropole pour poursuivre dans son métier. Il était contrôleur aérien et il a fait toute sa carrière à la suite de ça en Afrique. Donc j'ai vécu jeune au Sénégal, à Djibouti, puis à Tahiti, puis aux Comores, et je ne suis revenu en Calédonie que pour ma terminale. Donc je n'ai vécu au total qu'1 an de ma vie et c'était en terminale. Et donc j'ai eu une vision d'un jeune Calédonien qui rentre chez lui et tout me paraissait simple, paisible. Je n'ai absolument pas
rencontré le monde mélanésien. Absolument pas. J'ai vécu ça comme Nouméa, une ville blanche, sans problème apparent, sans apartheid décrit, mais dans les faits, sans rencontre. D'ailleurs, dans ma terminale, il n'y avait pas de mélanésiens. Et donc, dans l'entourage de ma famille, il n'y en avait pas. Donc, j'en ai connu par hasard au cours de mes balades à l'intérieur, mais je n'ai pas rencontré le monde mélанésien. Et après mon bac, à l'époque, il n'y avait pas d'université, je suis parti faire mes études à Montpellier. Et c'est dans l'association des étudiants calédoniens de Montpellier que j'ai rencontré des mélanésiens. Et c'est à travers eux que j'ai découvert la deuxième dimension de mon pays. Hein, c'est-à-dire que ce n'était pas une terre de Calédoniens blancs, mais c'était avant tout une terre aussi de Mélanésiens. Et à travers eux, j'ai ressenti leur mal-être, leur frustration, leur non-reconnaissance. Et je me suis dit, quand même, c'est incroyable, quoi, et j'ai senti qu'il y avait là le ferment de problèmes qui allaient arriver si on ne rééquilibrait pas un peu notre pays, si on ne partageait pas un peu plus les choses, pas seulement le pouvoir, mais la vie de tous les jours, si on n'avait pas des parties de vie commune. Donc, à la suite de mes études, je n'avais pas trouvé de boulot au pays, donc je suis parti aussi travailler longtemps en Afrique, puis j'ai été nommé prof à l'université de La Réunion, mais je revenais tous les ans en vacances. J'avais négocié dans mon contrat pour revenir tous les ans en vacances. Et j'ai vu, en venant tous les ans en vacances, même pas longtemps, j'ai vu le problème arriver. J'ai vu les tensions monter tout doucement, le mouvement des foulards rouges qui a été le premier, puis après l'enchaînement vers les événements. J'ai vu tout ça avec frayeur, parce que je voyais nulle part de vrai dialogue s'engager. Et pourtant, avec l'élection de Mitterrand, parce que c'était ma sensibilité, ça a toujours été ma sensibilité politique, j'ai cru qu'on allait vers du changement, et lui aussi a été en échec. Et c'est pas même Pisani offrait des solutions qui ne sont pas loin de celles qu'on vit maintenant. Mais ce n'était pas encore accepté dans le dialogue par, en particulier, la population calédonienne européenne. Donc, il s'est mis d'entrée braqué contre eux, ou eux se sont braqués contre lui, et ça a tourné au vinaigre très très vite. Et comme en plus, avec l'alternance, on a eu un gouvernement qui devenait difficile, donc tout s'est enchaîné. Et donc, la deuxième élection de Mitterrand, c'était presque un miracle. J'ai cru que c'était catastrophique, que ça y est, la droite allait repasser, et on parlait de terroristes FLNKS, on parlait de mater. Ça, je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Et puis, miraculeusement, malgré ce qui se passe à Ouvéa, qui est dramatique, Mitterrand repasse. Et moi qui étais depuis très longtemps déjà de sensibilité rocardienne, j'appréciais la rigueur de cet homme politique, j'appréciais le fait qu'il ne se mettait jamais en avant, j'appréciais son étude des dossiers et le côté social qu'il portait en même temps qu'il avait de la rigueur en économie et qui portait aussi une social-démocratie. J'y ai pas cru, je me suis dit, Rocard, on lui confie le dossier calédonien, il n'y a pas plus casse-gueule, quoi. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Et là, il invente cette méthode qui a été décrite, hein, le dialogue qui est lancé, non pas, on met le politique de côté pendant un moment et on relance la société civile et on fait parler les gens et on essaye de voir sur quel point on peut s'entendre et on amène le politique après à entendre et à signer la paix. Ce qui a été vraiment, on peut le considérer, vu l'enchaînement des choses, comme un miracle. Et donc, cette méthode Rocard, elle ne tient pas à grand-chose. Hein. Elle tient au fait qu'on donne la parole aux gens, qu'on dialogue, qu'on redistribue un petit peu les pouvoirs, qu'on échange, qu'on essaie de construire ensemble et non plus de s'opposer. Ce n'est pas grand-chose, apparemment, mais c'est très difficile à faire. Et donc, à la suite de ça, je continue à venir en vacances. Je ne suis revenu au pays qu'en 2002. Vous voyez, c'est assez récent. Ça fait que 15 ans que je suis revenu au pays. J'ai vu ce qui se construisait derrière, avec la paix et avec les accords, tout ce que ça a amené, la provincialisation, le rééquilibrage, etc.
Et donc, quand je suis rentré, je me suis dit, on est sur la bonne voie. Et puis, petit à petit, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que plus on se rapprochait de cette échéance qui était le référendum, plus les situations se crispaient. Et à chaque élection provinciale, on retrouvait ces crispations et on retrouvait des gens qui se braquaient pour conquérir leur électorat et qui ne savaient plus échanger, qui se refermaient sur eux-mêmes. Donc je pense que même si on n'est plus dans les mêmes conditions qu'avant, la situation se crispe et qu'il faudrait réfléchir à voir si la méthode Rocard, elle ne peut pas encore s'appliquer maintenant. Voilà. Merci beaucoup Bernard. Un troisième témoignage avant d'entamer la discussion, celui de Larry Martin Kaouma. Toi, tu avais 9 ans à l'époque. D'abord, est-ce que tu as... Peut-être un peu jeune pour ressentir quelque chose, mais comment tu as vécu? Est-ce que tu en as bénéficié? Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir bénéficié de cette dynamique? Justement, je pense que quand on a 9 ans, on est un enfant, et un enfant, c'est une éponge. Donc on prend les choses indirectement. Là où il faut mettre l'accent, c'est peut-être par rapport au fait qu'il y a d'autres méthodes. Et là où je veux emmener la discussion, c'est par rapport à mes parents. Avoir un père, Martin, de Ouégois, originaire de Ouégois, caldoche, dormant avec le fusil, et voilà. Et maman, cheveux frisés, noir, kanak, originaire de Lifou, avec une dimension urbaine puissante, protestante. Comment ça se fait que l'ensemble de ces différences-là, dans un contexte d'opposition, ont trouvé quand même la paix? Il y a certains événements que je préfère garder pour moi et qui, dont un était super vif, mais quelque part, lorsqu'on se rend compte qu'à table, on a des rires, de la discussion, bien qu'on soit baladé dans différentes manifestations, avec une famille politique maternelle bien ancrée, bien engagée dans la lutte, avec de l'autre côté des Martins aussi engagés, comment est-ce qu'on peut espérer de trouver la paix à l'intérieur? Je crois qu'il y a une solution à ça, et peut-être là pour, par extension, parler de méthode, c'est la méthode de compréhension, la méthode de l'amour. Voilà, c'était puissant d'avoir l'ensemble de ces différences à table, et pourtant qu'on franchit le pas. Il y a autre chose aussi, dans le quartier de Koutio, dans la bande des Niners 9, en fait on était 30 garçons. Pour vous dire un petit peu la chose, c'est que l'ensemble des gars, revenus économiques différents au niveau des familles, culture différente, âge différent, mode de pensée différente, et pourtant ils n'avaient qu'en commun qu'une seule chose, la volonté de vivre leur jeunesse. Et je crois qu'il faut croire aux bonnes rencontres dans ces moments-là. La première des choses, c'est de dire qu'on a eu des chefs formidables, et je le salue fortement. Vous savez, là, on va faire presque les 30 ans de la bande, là, mais ils ont eu l'intelligence de dire 2 sujets. Le premier sujet, c'était le sujet de la religion, et le deuxième sujet, c'était le sujet de la discussion politique. Eh bien, vous savez, on a juste la jeunesse pour préoccupation et occupation, et là, on se demande comment on peut s'attacher les uns les autres. Dans les années 80, suite à tout ça, là, ce qui était vraiment énorme, c'est de faire le lien avec d'autres bandes, des quartiers sud, avec des personnes qui avaient des modes de pensée différents, et des façons de vivre différentes. Je crois que c'est ça. Et lorsque j'ai vu tout à l'heure la façon de parler de Rocard, c'est que dans un conflit, on fait appel à ce que l'on a de plus profond. Et c'est ça qui révèle la dimension humaine, la dimension des vrais hommes, la dimension des... C'est la capacité à en voir en cet autre que l'on croit être un adversaire, on le voit finalement comme un partenaire. On se reconnaît en lui. Donc, c'est pour ça que je fonde maintenant toute ma pensée. On ne devient pas sociologue pour rien. Qu'est-ce que c'est sociologue? C'est la capacité à attacher les hommes entre eux. C'est de faire du lien. Donc, je crois que je suis un produit des événements. Et parce que j'ai eu 2 bonnes méthodes, des méthodes de démonstration au sein de mon foyer, celle de l'amour, et des méthodes de démonstration au sein de mon quartier, celle de l'amicalité, et de voir au-delà des différences, mais de voir ce que l'on a en commun. C'est pour ça, à l'heure actuelle, ma méthode, elle est la suivante. Je n'étudie pas le membre d'une communauté dans un contexte politique d'opposition, mais j'étudie la nature humaine dans un contexte de mondialisation. Et ça change tout, finalement, ce qui fait que on se ressemble. Ce qu'on a en commun, ce sont nos différences. Et alors, voilà. Alors peut-être une réaction du public par rapport là aux témoignages qui ont été livrés là ce soir. Pour ma part, je retiens aussi ce que disait Bernard Robineau. Il a fallu
serait peut-être intéressant que certains d'entre vous témoignent. Est-ce que vous vous sentez être la génération de ces accords et pourquoi? Et est-ce que ces accords ont été jusqu'au bout ou est-ce que le compteur ne s'est pas arrêté un moment? Ce serait intéressant d'avoir vos points de vue. Chacun se présente. Oui, alors David Sopran, professeur en politique, calédonien, effectivement, sans doute. Donc oui, moi j'avais 4 ans, 3 ans, quand il y a eu cet accord de paix. Est-ce que je me considère comme la génération des accords Eh bien oui, parce que je pense que l'un de nos points communs finalement, c'est qu'on n'a pas connu finalement toutes ces violences, toutes ces haines, tout ce qui s'est passé vraiment où le sang a été versé. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce poids qui pesait sur les épaules des uns et des autres, eh bien au final, c'est tout ce que nous, on n'a pas connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette légèreté qui nous permet aujourd'hui de pouvoir discuter, de pouvoir rencontrer l'autre. Cette fameuse rencontre avec l'autre dont tu parlais, pour mieux comprendre l'autre, il faut évidemment avoir moins de différence avec l'autre. Et c'est vrai que c'est plus dur quand nos parents, quand nos oncles, nos tontons se sont affrontés les uns et les autres. C'est vrai que c'est plus dur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que notre point commun aujourd'hui, c'est de ne pas se taper dessus. Et tant mieux, parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir encore cette possibilité d'aller vers l'autre. Voilà, c'est ce que je pense qui est important. C'est peut-être aussi une leçon pour ceux qui sont à l'heure actuelle, qui ont notre destinée entre leurs mains. Peut-être leur dire, voilà, c'est pas si grave aujourd'hui ce qui se passe. On pourrait peut-être essayer de mettre nos différents côtés, essayer de discuter pour faire en sorte que ce qui s'est passé dans les années 80 ne se répète pas juste à cause d'un vote ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui s'est passé dans les années 80, qui a vu l'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz? Levez la main, un peu plus haut. Voilà. Ça donne une idée de ce qui s'est passé à l'époque et de la tension qu'il y avait à l'époque. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce film? Qu'il en pense? Ce qu'il en pense. Sur autre chose d'ailleurs, mais c'est pour comprendre comment Michel Rocard a réussi à faire comprendre les angoisses, les frustrations, les peurs des uns et des autres, de chaque côté des camps politiques. Oui. Jean-Pierre Taïeb-Reifa, les acquis suite des accords de Matignon et de Nouméa, quels sont-ils aujourd'hui suite à ces événements de tension? Déjà, ce qui est très important, c'est que les hommes ont été capables, je dirais, de se mettre autour d'une table, de parler, de se reconnaître. Ça, c'est une chose, je dirais, vraiment importante. Mais comme on a pu aussi l'entendre, c'est que ça s'est fait sur des heurts, sur des violences. C'est à partir de là qu'on a trouvé la paix. Et j'ai entendu un mot, surtout, il ne faut pas... il faut faire en sorte pour ne pas revoir, je dirais, ces événements. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on est dans cette université, c'est bien le produit des accords, c'est bien pour la formation des jeunes, pour éviter, comme l'a fait Bernard, d'aller à Montpellier pour faire des études. Je dirais, les accords ont aussi permis la démonstration à nous, enfin aux Européens, qui doutaient de la capacité aussi des Kanaks de gérer. Parce qu'il ne faut pas oublier des événements de 1982 quand Jean-Marie Tjibaou est vice-président du gouvernement. Les réactions, l'occupation de l'Assemblée, j'en étais le président.
ce sont des choses qui paraissent peut-être lointaines pour certains, mais qui sont présentes encore aujourd'hui. Donc, les accords ont permis un développement, ils ont permis un rééquilibrage surtout. Ils ont permis aussi de tordre un petit peu le cou à la Constitution, puisque il a été reconnu un corps électoral particulier. Ça aussi, c'est important. On a eu des institutions mises en place qui tiennent la route, puisque aujourd'hui, plus personne ne conteste, même à l'approche du référendum, tout le monde est d'accord sur les institutions qui étaient mises en place. Peut-être avec quelques petites retouches, mais pas au fond. L'usine du Nord, l'usine du Sud, mais l'usine du Nord, si il n'y a pas cette contrainte forte des accords pour obliger la SLN de céder des droits, en contrepartie d'autres droits, à la SMSP, on ne fait pas l'usine du Nord. L'usine du Nord, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité, c'était un serpent de mer pendant 50 ans. Pendant 50 ans. En 1956, De Gaulle, passe en Nouvelle-Calédonie, parle de l'usine du Nord. Parle de l'usine du Nord. L'usine du Nord, on l'a dans les années 2000. Donc ça, c'est une réalité. La gestion de la province Nord, la gestion des îles, elle n'est pas plus déplorable que la gestion de la province Sud. Donc une démonstration. Et puis aussi, ce qui a suivi, ça a été la collégialité. La collégialité dont personne ne voulait, hein, mais qui a existé en 1982, 83, 84. La collégialité, elle a existé. Le gouvernement de Tjibaou, c'était un gouvernement collégial. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tous ces éléments sont des éléments constitutifs qui permettent, je dirais, d'espérer à ce que, aujourd'hui, la sagesse, je dirais, des hommes politiques l'emporte sur les passions. Mais, si ce soir on est avec les jeunes, c'est parce que c'est à la jeunesse de prendre l'avenir en main, le présent, comme je disais tout à l'heure, mais surtout l'avenir, c'est à eux. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et justement, il y a une question d'un jeune que je connais, mais je pense que plus. Warren. Non, juste par rapport à la méthodologie, donc c'est vraiment, je veux dire, M. Rocard, c'est un ministre, quand même aller chercher deux personnes qui sont profondément dans l'idéologie, on va dire dans d'autres dimensions, les amener sur un terrain de discussion, malgré le rappel du contexte de l'époque. Moi, je suis né bien après, donc un an après les événements, mais comme disait tout à l'heure Larry Martin ou Nadine, je suis aussi un peu, on va dire, dans les gènes, j'ai déjà en fait cette confrontation d'idéologie, de dualité des idées de l'époque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être par rapport aux démarches que j'entreprends dans la vie de tous les jours, j'ai envie de construire. Et ce que disait tout à l'heure justement Père Christophe, c'est que justement on n'a pas de sang sur les mains. On n'a pas de sang sur les mains, et peut-être notre génération est peut-être mieux à même des fois de devoir avoir une visualisation de l'avenir qui se construit. Et aujourd'hui, 30 ans après, ben voilà, on a ces acquisitions. On disait tout à l'heure, monsieur, il faut peut-être des choses à remettre en place, à discuter. Mais moi, j'ai bien une question par rapport à peut-être la méthodologie, puisque c'est vrai que par rapport aux différentes interventions politiques de l'époque, on validait qu'il y avait une verticalité. Et ils cherchaient justement cette démarche pour avoir on va dire une interconnexion à la fois du côté vertical et horizontal. Donc c'est vrai que dans le côté mélanésien, qu'on soit dans la pirogue ou dans la case, on est plus tout le temps dans une façon de voir, on va dire, horizontale. Et la verticalité, c'est que pour les chefs. Mais dans cette dimension, sur la méthodologie, Rocard est redescendu dans ce centre de confort pour amener chacun des différentes parties prenantes. Moi, la question que je voulais poser par rapport à ça, c'est que mon père a signé les accords de Matignon, ma mère a fait partie des foulards rouges.
Après, je ne parle pas des parcours politiques de chacun et syndicalistes, mais on va dire que c'est bien animé à la main. Et moi, on m'a parlé de 1987, peut-être sur la méthodologie, on commençait à préparer à la signature en 88. Et peut-être aussi ce que je parlais par rapport à la communication, est-ce qu'il y a eu assez de communication avec les gens de la société civile, qu'on disait tout à l'heure en introduction. Aujourd'hui, on arrive en 2018, et on a attendu l'année 2018 pour commencer à faire des discussions, des débats avec tout le monde, et aujourd'hui, c'est pourquoi on est à l'université. Peut-être sur la méthodologie. Peut-être en deuxième partie, je le sais, mais en 87, y a-t-il eu réellement des accords, des pré-accords déjà pour 88? Moi, j'en ai entendu parler comme ça à la maison, mais j'ai pas eu de retour concret des institutions pour préparer justement cette sortie. Et je sais que là, cette année aussi, on prépare peut-être la sortie des accords de nous-mêmes. Donc voilà ma question en 87 et la préparation sur la verticalité et l'horizontalité. Voilà. Okay. Bon. Je vois que ton père t'a parlé. On a repéré qui c'était. Bravo. Bravo. Bon, effectivement, en 1987, Jacques Chirac a fait cette proposition à Jacques Lafleur. D'accord. Trouver des accords. Trouver un accord avec les indépendantistes. Il y a eu un refus. Il y a eu un refus parce que Bernard Pons, en 1987, fait un référendum. Et ce référendum est boycotté. Mais ça passe à 70, 75 ou 80% des gens qui votent. Qui votent? C'est le Grand Sud. Hein. C'est encore, bon, excusez-moi, hein, c'est pas péjoratif, c'est encore, je dirais, les Blancs, les tenants du pouvoir économique, qui donc votent. Fort de ça, qu'est-ce que dit Bernard Pons? Qu'est-ce que dit Jacques? De toute façon, les indépendantistes, une poignée d'énergumènes, sont des terroristes. Ce sont des termes qui ont été utilisés, que c'est pas moi qui les utilise, je les reprends. Et donc, c'est ce qui a valu le différend et, je dirais, le mépris de Jacques Chirac envers Jacques Lafleur. Parce qu'il lui a fait rater une opération. S'il réussissait cette opération, Chirac était élu au présidentiel qui suivait. Donc, effectivement, je vois que papa, il a parlé. C'est bien, non mais c'est bien, tu me permets aussi de dire les choses que l'on a connues, que l'on a vécues, que l'on a entendues. Merci Jean-Pierre. Je crois que la plus belle preuve d'une partie, en tout cas, de la réussite de ces accords, c'est vous, c'est cette belle assemblée où à la fois mélangée et capable de prendre la parole et d'échanger. Une parole ici, Moi, j'ai une question, pardon, j'ai une question à l'Assemblée aussi. C'est que la méthode Rocard, elle a fonctionné aussi parce qu'on était dans un contexte particulier, qui était notamment un contexte où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, toutes les conversations pouvaient pas être enregistrées, toutes les réunions que l'on a et les réseaux que l'on a peuvent être tenus secrets, des conversations et des idées nouvelles qui ne seraient pas intégrées par d'autres peuvent être tues. Au contexte actuel où ça n'est plus le cas, et où aussi ça a marché parce qu'à mon avis il y avait aussi des réseaux qui tenaient la route, des réseaux qui étaient forts, qui étaient bien implantés. Est-ce que ces réseaux existent toujours? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que ce sont les mêmes qu'il faudra réactiver? Avec quelle puissance pourront-ils tenir leurs propres troupes? Je ne parle pas des réseaux politiques, hein. Je parle bien évidemment de tous les autres réseaux. Que ce soit religieux, que ce soit associatif, que ce soit philosophique, peu importe, c'est influencé par l'éthique. Tout ça a beaucoup changé. Et donc la vraie question, elle n'est pas de savoir si la méthode est applicable en tant que telle, mais est-ce qu'elle peut évoluer à mon avis. Alors, je vais t'inviter. Oui. C'est clair que le contexte a changé. Les contextes évoluent. Et il y a toujours une réponse par rapport à chaque situation. Lorsque on m'a parlé de Michel Rocard,
Il y a quelque chose qui a rebondi dans ma tête. C'était celle du bouquin de Machiavel, écrit en 1513, qui écrivait au prince, puis qui demandait « Alors, qu'est-ce que c'est être un bon prince ?» Alors, Machiavel, lui, il est têtu, il applique une règle, quel qu'en soit le contexte, il respecte la règle. Et il se trouve que lorsque le contexte il change, la règle, peut-être, se doit de changer. Parce que ce qui fait loi, ce qui fait foi, c'est de se préserver. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il demandait au prince d'avoir 3 figures. Le premier, c'est d'avoir une capacité de discernement, c'est de pouvoir lire les situations, lire les choses et lire les gens. Donc, quelque part, il leur demandait d'être juge, d'être stratège aussi, de pouvoir positionner les pions au bon moment, au bon endroit, pour répondre à une situation. Militaire, c'est la figure du militaire. Et en troisième figure, la figure du berger, celle de la capacité à fédérer. Voilà ce qu'il demandait au prince, d'être juge, militaire et berger. Et bien, je crois que ces ensembles des figures, quels qu'en soient les temps, on les retrouve partout. Ne serait-ce qu'à l'IFU, voilà. Il y a ce qu'on appelle le Porchikikeu, le Iavi. C'est la capacité à parler, à être sincère avec soi-même. Voilà. C'est la capacité à s'attacher à soi. C'est un moyen de s'attacher aux autres et c'est un moyen de s'attacher au reste du monde. Je crois que la jeune génération, à l'heure actuelle, voilà. C'est les 3 liens qui l'habitent, c'est les 3 liens qui la définissent, c'est les 3 liens dont elle veut jeter sa détermination et sa volonté. 1, s'attacher à soi-même, s'attacher aux différents groupes qui sont les siens et s'attacher au reste du monde. C'est ça toute la force de la génération qui se présente à l'heure actuelle. Et oui, elle réinterroge les méthodes du passé, mais d'une façon assez profonde, elle réactive la volonté de l'homme à se trouver et à se connaître. C'est tout simplement ça. C'est la capacité à prendre rendez-vous avec soi-même. Voilà. Oui, Taïeb. Oui, madame, il y a une chose dans la méthode Rocard, c'est le palabre, la discussion, prendre le temps, échanger, partager et trouver un compromis. Ce que on n'avait pas forcément l'habitude. Le jeune, tout à l'heure, a dit qu'au niveau mélanésien, on travaillait dans un sens, c'est de l'autre côté, on va dire, les Blancs travaillent à la verticalité. C'est le fonctionnement. En Océanie, on palabre, on discute, on se dispute. Mais à un moment donné, le fait qu'on prenne le temps, qu'on revienne dans la discussion, on arrive à trouver des solutions. Les solutions, ce sont des solutions de compromis. C'est totalement différent du système de la verticalité où il y a un chef. Et on se rend compte, on s'est bien rendu compte qu'après le départ de Jacques Lafleur, il n'y a plus de chef. Mais que de l'autre côté, ça continuait à travailler, même s'il y a des oppositions. Ils arrivent sur, je dirais, les grands sujets à se retrouver. Et on est là, dans la méthode océanienne, c'est la méthode que Michel Rocard, je pense, a utilisée en grande partie. Voilà, je crois que c'est un peu NC la première qui nous a un peu perturbé. Merci Dave. Merci Dave, on t'a entendu. On aura l'occasion peut-être en deuxième partie d'entendre les jeunes sur ce que vous avez dit. Peut-être qu'ils ont d'autres moyens de s'emparer du débat public. Je vous propose peut-être juste de faire une petite pause en images avec ce deuxième extrait, puisque on a parlé des 30 ans d'accord, des 30 ans de progrès, des accords de Matignon. Même si le bilan peut être parfois contrasté. 30 ans surtout que l'on parle essentiellement d'architecture institutionnelle et finalement seulement depuis peu de projets de société, avec une question lancinante, celle de la place de la jeunesse calédonienne, votre place, non pas seulement dans l'avenir, mais au présent. On se retrouve après ce deuxième extrait du documentaire de Ben Salama, Rocard, un artisan de la paix. Des accords de Matignon et de Nouméa est exceptionnel. Exceptionnel. On passait de la préhistoire au XXIe siècle, on est passé d'une situation coloniale à une situation de relations respectables et responsables entre Calédoniens d'une part et entre la Nouvelle-Calédonie et la France d'autre part. Depuis quelques années là, depuis quelques décennies, on discute, on négocie. Non, il faut qu'on arrive à trouver une solution qui soit pérenne, voilà, qui soit pérenne dans le temps, par la négociation,
par la concertation et puis par le respect. Pouvoir politique avant Rocard, c'est tout centralisé à Nouméa. Et à Nouméa, c'était la majorité européenne qui avait tous les pouvoirs. Depuis l'accord de Nouméa et l'accord de Matignon, ce pouvoir a été partagé entre les populations sur le territoire. Il y a 30 ans, si on avait dit que la Nouvelle-Calédonie aurait le degré d'autonomie interne au sein de la République qu'elle a atteint aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on aurait été crédible. Le processus commencé avec Michel Rocard, poursuivi avec Lionel Jospin, et sur lequel, encore une fois, l'ensemble des premiers ministres, à leur rythme, avec leurs modalités, se sont inscrits, c'est un processus de continuité, qui justement cherche à ancrer dans la continuité des évolutions, et pas à créer des ruptures. C'est une logique qui est tout à fait unique et passionnante d'ailleurs. Le mot d'indépendance, pour décrire ça, devient une incommodité à cause de ce que je viens de dire. Michel Rocard n'a jamais cessé de s'impliquer dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. En mai 2008, pour le 20e anniversaire de ce qu'il appelle l'un des plus beaux souvenirs de sa vie politique, il fait salle comble à Nouméa. Il relate avec une certaine émotion les circonstances qui ont permis l'accord de Matignon. Fidèle aux convictions qu'il avait exprimées 20 ans auparavant, il encourage les Calédoniens à ne pas choisir la rupture avec la France. Pour lui, dans cette période mondialisée et d'interdépendance, la souveraineté totale serait illusoire. Michel Rocard sait que ses propos choquent les indépendantistes les plus ardents. C'est auprès de Marie-Claude Tjibaou, la veuve de Jean-Marie Tjibaou, qu'il cherche un soutien amical. J'ai pas heurté. Non, non, c'est très bien. C'est un peu long. Non, non, mais ça valait le tout coup. ce qu'il y avait autorisé. C'était pas tant une opposition, j'allais dire, de principe à l'indépendance qu'un grand scepticisme par rapport à ce que pouvait recouvrir la notion d'indépendance dans un monde devenu tellement interdépendant. Mais nous, on continuera à porter notre revendication d'accession à la pleine souveraineté. Et lui-même, d'ailleurs, citait souvent aux Calédoniens l'exemple de la France qui a accepté de mettre en commun un certain nombre d'attributs de souveraineté avec les autres pays européens. On négocie chacun son indépendance. Donc, je veux dire, on est dans le monde où il y a le multilatéralisme et autres. Nous, on veut gérer notre pays, on veut la pleine souveraineté. La question, c'est comment la Nouvelle-Calédonie pourra vivre avec cette revendication jusqu'à temps qu'elle se transforme et qu'elle permette à l'idée de souveraineté, qui est l'idée de base des indépendantistes, de s'exercer non plus à l'extérieur de la République, mais à l'intérieur de la République. Tout ce que montre le processus de la Nouvelle-Calédonie, c'est la capacité qu'ont eu les partis, les acteurs du processus, à inventer des solutions qui ne semblaient pas naturelles. Que la jeunesse maintenant se fasse sa feuille de route et qu'elle essaye de faire au moins aussi bien que nous, sinon moins mal. La Nouvelle-Calédonie est à un tournant de son histoire. Les drames du passé semblent lointains pour la nouvelle génération qui vit le destin commun légué par ses aînés. Les Calédoniens écrivent une nouvelle page de leur histoire et cherchent à surmonter les antagonismes qui perdurent pour inscrire dans la durée le processus engagé il y a 30 ans. Quelle que soit leur décision sur l'avenir de leur pays, ils doivent faire face aux ségrégations sociales et économiques qui rendent fragile le consensus sur lequel se fonde la société calédonienne. Du fait du sous-développement, la Nouvelle-Calédonie aura encore pendant des décennies à faire attention à chaque acte, à chaque négociation, à chaque difficulté, à chaque conflit. Et donc le risque qu'à l'occasion d'un conflit qui tourne mal, la régression vers l'ethnique
vers le mépris de l'autre, recommence. Choisir la voie des extrêmes, c'est-à-dire l'indépendance ou les non-indépendances, ça amène inévitablement à la violence, à la guerre. Parce que les dépositions sont des positions qui s'excluent. Il semblerait qu'avec le temps, les mentalités évoluent et qu'un rapprochement soit possible dans les années qui viennent. Un rapprochement qui serait l'aboutissement à ce moment-là de ces 30 ans. Pour l'instant, moi, je suis optimiste. Je pense qu'on va y arriver. Voilà, que la jeunesse fasse sa propre feuille de route et qu'elle fasse aussi bien, voire moins mal. C'est ce que disait Pierre Mariska, je crois, ne pas trahir ce qu'il a dit à l'instant. C'est donc vous, les jeunes de ce pays, qui êtes venus nombreux ce soir, qui allez devoir tracer votre feuille de route. Alors, avant que la discussion s'installe, Larry, peut-être, oui. Comment les jeunes Calédoniens de spectateurs peuvent-ils devenir acteurs de leur propre vie sur le plan politique, sociétal et autres? Je pense que déjà, c'est à eux de répondre déjà par eux-mêmes. Je pense qu'ils sont là pour répondre. C'est pour ça, moi, j'essaie à chaque fois de savoir, mais quel est le volume de la question politique que l'on fait dans notre vie? Parce que quand je me balade au fur et à mesure, et en recueillant un petit peu les propos des uns et des autres, il y en a qui disent carrément, mais c'est pas ça qui va me donner à manger. On s'en fiche de la question politique. D'autres carrément donnent leur vie en disant qu'elle dépend de la question politique et de devenir institutionnelle. Bref, avec la jeune génération, quand je dis jeune génération, c'est qu'il y aura toujours plus jeune que soi. Merci Larry. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, les uns et les autres, on ne sait pas. On dirait que c'est la question politique qui va déterminer notre condition d'existence et notre condition de vie, alors que des fois, je rencontre des personnes qui ne se connaissent déjà même pas. Hier, on était on travaille auprès dans l'espace scolaire et c'est comme ça que j'avais interprété la chose, c'est qu'on a construit beaucoup de techniciens et peu d'hommes. Des techniciens, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes avec des diplômes qui vont avoir leur fonction dans la société et qui vont trouver leur existence vis-à-vis de leur fonction dans la société. Alors, la preuve en est, bonjour, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite. Alors qu'à une certaine époque, c'est bonjour, ça va, comment tu t'appelles, c'est quoi ta famille? Alors on fait des liens directement dans la tête. Donc on est défini par une dimension humaine, puis d'un seul coup on est défini par une utilité, on va dire, entrepreneuriale. Voilà. Moi ce que je cherche à l'heure actuelle, c'est est-ce que la question politique a une incidence importante sur votre vie? Alors cette deuxième partie vous est consacrée, n'hésitez pas à répondre. Là j'ai deux réactions de deux étudiantes en filière ici à l'université. Alors bonjour, je m'appelle Maï, je suis étudiante à l'université. Alors j'ai une petite réaction. Alors je fais partie de ces jeunes qui jusqu'à récemment n'avaient pas du tout le droit de vote. Mes parents étaient arrivés après 1994 et je suis née après 1994 et je donnerai pas mon âge pour ne pas vexer notre intervenant. Merci. Merci. Quoique, attention, hein, je connais des vieux de 18 ans et des jeunes de 40 ans. Oui, bien sûr. Et donc du coup, jusqu'à tout récemment, on me refusait ce droit de vote. Et ce qu'on me disait, et d'ailleurs un jour on me l'a dit et ça m'a énormément blessée, c'est que je n'étais pas calédonienne. Parce que j'avais pas cette voix, cette légitimité à parler, alors que en vrai, je suis née sur ce caillou, j'ai cette culture dans le sang, et j'ai connu que le mélange de la Nouvelle-Calédonie. Je suis d'accord avec Warren et Pierre-Christophe. On est cette génération qui est née de la poignée de main, et quelque part, je pense qu'on est prêt à vivre ensemble. On a toujours vécu ensemble. Et on n'a jamais connu cette séparation des événements, de cette guerre civile avec du sang, avec des flammes. Et ce qui m'avait choqué dans justement le film L'ordre et la morale, c'est cette violence, cette ségrégation que nous, on n'a pas connue et qu'on ne connaît, j'espère, hein, je touche ma tête, je touche du bois, que j'en connaîtra jamais. Et là, c'est là que la question est un peu délicate parce que notre voix,
la question, c'est comment la faire entendre. Parce que comme tu disais, Larry, le prince qui sait gouverner, c'est celui qui est capable d'être une figure qui fédère, mais sincèrement, qui représente la jeunesse à l'heure actuelle. Et pour le moment, la seule manière qu'on a pour faire entendre notre voix, c'est un bulletin de vote, un oui ou un non. Et je pense qu'un oui ou un non, ça mène forcément à une scission de la population. Donc voilà. Merci. Merci, bonsoir. Excusez-moi, donc une seconde réaction. Je suis également étudiante en licence de droit dans cette université. À l'inverse, par contre, moi je suis née en ayant le droit de vote. Je suis issue, comme sûrement beaucoup, de la première génération de Calédoniens. Mes parents sont des oreilles, comme on dit, qui sont venus s'installer. Par contre, pareil, j'ai également connu uniquement que le caillou quand on me disait, hein, parce que je pense que ce qu'on a oublié malheureusement dans ce meeting, c'est peut-être la question de la discrimination et du racisme. Je trouve que sans langue de bois, en ayant grandi dans un petit quartier ou un bon quartier, peu importe, on a peut-être tous déjà entendu « rentre chez toi, sale blanc ». Moi, en l'occurrence, je l'ai déjà entendu. À 7 ans, c'était bizarre parce que chez moi, c'était pas très très loin, donc j'étais un peu interloquée. Et par la suite, en l'ayant réentendu, j'ai bien compris qu'on me demandait de rentrer en métropole. Mais chez moi, c'est pas la métropole en fait. Donc je veux bien, mais ça aurait été compliqué. Donc oui, c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas. J'ai l'impression personnellement que c'est un racisme qui monte. Est-ce qu'il a toujours été là ou pas? Je ne sais pas. J'étais un peu petite à l'époque pour le dire. Mais en tant qu'adulte, oui, je l'ai entendu, je l'entends, je l'entendrai peut-être encore toujours. Et je trouve ça dommage. Certes, on est tous différents. Et alors, comme vous disiez au début du meeting, j'ai peur que la question, malheureusement, d'un destin commun soit un peu utopique. Parce qu'on est tous différents, avec la beauté que ça peut apporter, mais également avec du coup les inconvénients que ça a. Et en ayant étudié un peu le droit coutumier ici, on a pu observer qu'il y avait quand même énormément de différences avec le droit commun français. Et je me demande dans quelle optique et dans quelles circonstances surtout va se passer le fameux destin commun dont on nous parle, mais au final, on n'en apprend pas grand-chose. Et donc, c'est peut-être vous, les experts politiques, qui pourrez un peu me l'apprendre. Est-ce que c'est pas un peu utopique et idéaliste de penser que ça pourra bien se passer, qu'on n'aura pas un grotte d'OVA numéro 2 ou avec un couvre-feu comme ce qui était imposé ou ce qu'on a pu entendre? Je le souhaite pas, parce que j'ai pas envie de tirer sur les petits camarades avec qui j'étais à l'école ou de me disputer avec eux. Mais je pense qu'il va falloir en parler pour se préparer peut-être, effectivement. On peut dire que le destin commun, c'est d'abord le respect des différentes légitimités. Larry Martin Kaoumat, vous voulez dire quelque chose, Larry? Oui, vous vous demandez si c'est ça, hein, le vivre ensemble ou le destin commun, ça n'est pas utopique. Alors je vous renverrai la question. Pourquoi? Parce que vous avez vu, le droit est en train d'évoluer. À une certaine époque, on pensait que l'individu n'est égaux en droit, mais on le pensait individu. Et d'un seul coup, un peu plus tard, on a vu son évolution où on ramenait l'individu par rapport à un lien le lien par rapport à sa culture. Donc on voyait l'individu, on le renvoyait par rapport à son contexte, comme on disait tout à l'heure. Et puis d'un seul coup, à l'heure actuelle, on se rend compte que le lien évolue encore une fois, le droit évolue encore une fois, où on voit la personne en relation avec son contexte culturel et avec la terre avec laquelle il se sent appartenir. Donc vous voyez, le droit ne considère plus la personne en isolat, mais la resitue par rapport à son contexte et le lien qu'elle occupe avec la terre et l'environnement. Donc vous voyez, maintenant le lien, hein, c'est lié. Alors, c'est pour ça que je vous renvoie la question, est-ce que vous, à un moment ou à un autre, lorsque vous allez étudier le droit, est-ce que le droit que vous allez poser, ça va être un droit qui va exclure ou est-ce que c'est un droit qui va lier? Alors la réponse est « et pour vous, à l'avenir ». Voilà. Une autre réaction ici. Oui, bonsoir. Moi, c'est Paul Louévin. Oui, moi, je voulais simplement apporter mon expérience. J'ai 48 ans. À l'époque, je ne me posais pas la question de ce que je vais devenir en 2018 ou en 88 ou après les événements 84. Donc, moi, je suis originaire de Wailou. Donc, en 84, effectivement, ce que la personne disait tout à l'heure, effectivement, il y a eu les événements. Et nous, malheureusement, on a été évacués. Donc, moi, je suis un Kanak. J'étais évacué de chez moi avec des enfants, des gendarmes. Donc, simplement, on se posait, nous, en tant que jeunes, je ne me posais pas la question de ce que je vais devenir en 2018. Donc, moi, je suis ingénieur de formation.
l'usine du Nord, je connais par cœur parce que j'étais un des initiateurs. Et pour en rebondir aussi à la méthodologie qui a été évoquée par M. Rocard, il faut savoir qu'il y avait des ethnologues qui étaient à l'époque ici, en particulier Lénard, et ceux qui les ont suivis par la suite, qui ont effectivement eu une meilleure connaissance du contact avec les Mélanésiens. Et M. Rocard, qui est d'une commune appartenant où les Lénards évoluent, parce que c'est les protestants. Et c'est pour ça que ça a peut-être facilité cette discussion qu'il y a eu, quand on a parlé de réseaux tout à l'heure. Effectivement, les réseaux, c'est des réseaux qu'avaient nos anciens. Il y en a qui sont dans l'ombre, ils travaillent dans l'ombre. Et c'est ce qui fait partie aussi, quand on dit il y a une élite, il y a des gens qui sont autour pour pouvoir soulever l'élite, pour pouvoir faire en sorte que des gens puissent apporter les différentes discussions et les amener autour de la table. Donc en ce qui concerne la méthodologie, c'est une méthodologie qui a été appliquée, mais qui effectivement qui a été déjà initiée par des anciens. Donc je pense en particulier à Maurice Lénard, à les Charlemagne, à ceux qui ont créé les collèges sur Wailou pour faire en sorte que les Mélanésiens puissent s'en sortir. Donc moi, je suis issu de ça parce que moi j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé au Canada au sein des sociétés canadiennes. Donc on parle de l'usine du Nord. Moi, à l'époque, quand on m'a dit de devenir ingénieur ou de passer un DUT, parce que j'ai aussi un DUT en électronique, je ne me posais pas la question, je suis allé. Et à l'époque, on faisait le service militaire. Quand on parlait, moi je suis parti en 88 au service militaire. Il faut savoir qu'il y a eu la guerre du Liban, au même moment que ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de problématiques, mais ce n'est pas que la Calédonie qui était concernée. Il y a aussi le Liban. C'est moi, j'étais militaire à cette époque-là, et on nous demandait à aller en guerre au Liban. Donc effectivement, en 88, dans ces années-là, on a pu aller en militaire avec des caldoches, des oreilles, des Mélanésiens. On était tous bons, donc on s'apprenait à se connaître au sein de militaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement pour les jeunes, à part le SMA, mais c'est local. Donc effectivement, c'est peut-être un défaut pour les jeunes, mais on a d'autres acquis. Donc effectivement, l'université, moi je ne le connaissais pas, j'étais à Jules Garnier. L'université a permis aujourd'hui d'avoir des gens de tous bords, de toute ethnie autour de la table et de s'asseoir autour, et qui était effectivement une volonté de nos anciens. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je me considère comme les élites, parce qu'à l'époque, quand on nous disait allez passer vos diplômes, donc nous, on y est allés, sans se poser la question du devenir de la Calédonie à cette époque-là. Aujourd'hui, effectivement, on arrive à une issue le 4 novembre. Est-ce qu'effectivement, c'est la question que peuvent se poser les jeunes. Quel est notre devenir? Donc ce devenir-là se bâtit d'abord personnellement. Moi, je l'inculque à mes enfants, j'ai des enfants aussi, en leur disant, quelle que soit l'issue, il faut simplement faire ce que vous souhaitez faire, votre volonté. Et quelle volonté vous voulez faire. Donc moi, pour l'usine du Nord, en 2000, j'ai rejoint, j'étais cadre au sein de la Société Lyonnaise des Eaux, EEC, après mon diplôme d'ingénieur. Donc je suis parti chez les Canadiens sans me poser la question de est-ce que l'usine va se faire, est-ce qu'il n'allait pas se faire. Mais c'était une volonté de ma part de pouvoir s'initier et de pouvoir participer à ce projet. Effectivement, on arrive en 2018. Et ce que je dis aux jeunes, maintenant, c'est battez-vous. Le modèle vous appartient. C'est le modèle que vous allez construire au plus tard. Donc, quelle que soit l'issue, quelle que soit la réflexion, effectivement, si on veut quelque chose, c'est notre volonté. Donc, pour ma part, comme je suis un enfant issu d'une famille de la droite, je souhaite rester dans la France. Donc demain, il y a un match France-Belgique, donc je serai pour la France. Merci. Œil Vacao, monsieur Wema. Merci. Peut-être entendre, voilà, puisqu'on sent que la question institutionnelle, enfin on le sait, divise, qu'on sent dans les différentes interventions que peut-être qu'on serait peut-être plus intéressé sur la question du projet de société. On en parle un peu plus aujourd'hui. Ce serait intéressant peut-être d'entendre
des jeunes dans le public qui expriment justement leur vision. Vous disiez, Monsieur Ouéma, il faut que vous vous battiez, mais vous vous battiez pour devenir et non pas pour seulement obtenir. Est-ce que certains jeunes, je sais qu'ils ont travaillé là-dessus, peuvent exprimer un petit peu leur vision? Là-bas, une d'abord ici. Oui. Justement, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, je vais être assez rapide. Est-ce que finalement la réussite de cette méthode Rocard, c'est pas le paradigme? C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure M. Haïfa, c'est qu'on sortait d'une société qui était extrêmement clivée, extrêmement inégale, et que justement, en mettant comme paradigme le rééquilibrage au cœur des débats entre les uns et les autres, on a réussi à faire consensus et à faire avancer la société. Il faut bien se remettre aussi dans la situation où on était dans les années 80, une société où les inégalités sociales se couplaient à des inégalités spatiales. On n'était pas dans les mêmes endroits. Et forcément, pour rencontrer l'autre, pour mieux le comprendre, il faut avoir des endroits où on peut se rencontrer, où on peut échanger. Et quand il y a des inégalités sociales et spatiales, que ce soit dans le Grand Nouméa, on vit tous dans des quartiers différents, on ne va pas se mentir, eh bien, c'est sûr que c'est un frein forcément au dialogue et à l'échange. Alors, ce paradigme-là, ça a été une réussite pendant 10 ans. Et puis ensuite, il y a eu l'accord de Nouméa, on est passé à un autre type de paradigme, celui de destin commun. Et je me demande si finalement on n'a pas mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est que, est-ce que le rééquilibrage qui avait eu lieu pendant 10 ans, est-ce qu'il avait été suffisant pour qu'après, on impose comme ça, avec un message un peu pieux, de vivre tous ensemble dans un destin commun. Donc aujourd'hui, effectivement, on se pose la question, ça fait 30 ans qu'on a signé cet accord de Matignon, est-ce que, c'est peut-être une question, est-ce que, peut-être qu'on peut aussi se poser cette question tous ensemble, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas se poser une autre question? Est-ce que le rééquilibrage en Nouvelle-Calédonie est arrivé jusqu'à son terme? Est-ce que les Kanaks, les Européens, vivent dans une société équilibrée depuis ces 30 dernières années? On va regarder les statistiques assez facilement, hein. On se rend compte qu'il y a eu rééquilibrage, il y a eu des choses, cette université en est la preuve, mais on constate encore aujourd'hui qu'il y a des inégalités sociales profondes et qui sont également des inégalités ethniques. Et aujourd'hui, le bilan que l'on peut faire 30 ans après cet accord de Matignon, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. On a forcément cette question qu'on va nous poser dans quelques mois. Voulez-vous qu'on soit indépendant ou pas? Je pense que c'est ce que vous voulez d'une société plus équilibrée pour qu'on vive tous ensemble. Moi, la question que je peux essayer de poser à travers ça, c'est est-ce que finalement l'indépendance permettra d'avoir une société plus équilibrée, ou est-ce qu'au contraire, le fait de rester au sein de la République française permettra de continuer ce rééquilibrage? En tout cas, voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Bonjour messieurs, bonjour aussi aux gens au niveau des gradins et des publics. Je m'appelle Jo, étudiant en licence informatique, et j'aimerais faire part d'une impression, ou plutôt d'un ressenti. Il y a une chose que, quand on est jeune, qui fait très mal, et c'est une chose qui nous poursuit, c'est l'ignorance du passé. Quand on est jeune, on nous dit qu'il y a eu les événements, on nous dit qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela, mais justement, on ne les a pas vécus. Et on le relègue souvent au second plan, comme disent certaines personnes. On se dit, c'est une histoire qui est passée, de toute façon, je construis mon avenir. Mais quelque chose qui fait mal aussi, c'est que pour pouvoir avancer, je pense, dans l'avenir, on doit aussi savoir notre passé. Parce que c'est aussi ça qui permet de créer de nouveaux projets d'avenir et de nouvelles choses. Mais lorsqu'on décide de découvrir ce passé, lorsqu'on essaye de savoir et qu'on voit toutes les choses qui se sont passées, on ne peut pas... On sent de nouvelles émotions monter par rapport à certains événements, comme par exemple le film qu'il y a eu sur Jean-Marie Tjibaou, notamment les nombreuses maltraitances qu'il y a eu au niveau
de notre pays par rapport à ces gens. On se dit, mais comment on peut faire pour dépasser tout ça? Comment on peut faire pour pardonner, pour outrepasser la haine qui monte? Et une fois, après avoir regardé ce documentaire, j'ai demandé à une personne, comment on fait pour dépasser la haine? Comment on fait pour penser à un nouvel avenir? Comment on fait ça? Cette personne, dont je ne citerai pas le nom, m'a dit que c'est en croyant en l'humain qu'on peut avancer. En croyant que l'humain est fondamentalement bon. Et que, peut-être je surinterprète, c'est par ces circonstances qu'il se construit. Ça fait que, en ce moment, je suis toujours à la recherche de ce qui a été fait ce passé. Peut-être pour d'autres jeunes aussi. Et je pense que si un jour vous avez du temps libre ou quelque chose comme ça, que vous planifiez de faire des choses, je pense que vous devriez aussi faire un tour un peu vers l'histoire de ce pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci. C'était d'ailleurs un peu l'objectif de cette rencontre et en entendant ces paroles, on est heureux d'avoir pu y contribuer et on a confiance dans cette jeunesse quand on entend ces paroles. Effectivement, là, la question posée, elle mériterait, je dirais, énormément de temps. Mais ce film sur Jean-Marie Tjibaou a ému beaucoup de personnes, mais j'ai aussi entendu, et pourquoi ça? Eh bien, à travers ce film, vous avez découvert, je dirais, le côté humaniste de Jean-Marie Tjibaou. Vous avez découvert aussi le côté homme de paix de Jean-Marie Tjibaou. Vous avez aussi découvert l'homme de conviction. Effectivement, on a ici par habitude aussi d'être ou de vivre dans une tradition orale. Et vous connaissez la tradition orale. Quand un vieux vous dit des choses, il vous dit en petit, il vous dit une partie de l'histoire. Tout ça pour sonder, pour voir à quel point vous êtes intéressé par ce qu'il vous a déjà raconté. Et si vous êtes intéressé, vous allez revenir le voir pour qu'il vous raconte encore un autre petit morceau d'histoire. Alors là, effectivement, dans le film de Jean-Marie Tjibaou, vous voyez l'homme de paix qui, lorsque il a promis à Edgar Pisani de lever les barrages, il a 2 frères de tuer, et comme il a promis, il a donné sa parole, il tient sa parole. Et il fait lever les barrages malgré qu'il a 9 membres de sa tribu qui ont été tués dans une embuscade. Donc effectivement, là, vous avez découvert à travers le film de Jean-Marie Tjibaou l'homme. L'homme aussi se battant. En 1975, il se bat dans le cadre du festival Mélanésien 2000. Et puis, il a beaucoup de difficultés aussi à monter le festival, ce festival mélanésien, parce que quelque part, il y a des oppositions de l'intérieur. Mais Jean-Marie
c'est que c'est par justement ce festival qu'il y aura une prise de conscience forte de l'identité, c'est-à-dire que le peuple kanak se retrouve dans ce festival à réaffirmer sa culture. Donc il y a toujours une continuité de l'homme qui s'investit au congrès de Bourail dans l'Union calédonienne, qui ensuite est élu maire, ensuite à l'Assemblée territoriale, ensuite vice-président du gouvernement. Donc il y a un investissement de Jean-Marie Tjibaou. Et l'homme de paix qu'il était, avec les accords de Matignon, il serre la main donc de Jacques Lafleur. Et ça, c'est quelque chose de profond à retenir. Alors, Tayeb Haïfa, alors d'où lui vient cette force pour pouvoir, lui qui a vécu ces événements dans sa chair, dans sa famille, d'où lui vient cette force de pardonner et de serrer cette fameuse poignée de main? Comment cette force-là, on peut l'appliquer aujourd'hui, comme le disait ce jeune homme, eh bien, pour avancer et puis construire ce projet de société auquel on est tous appelés? Et bien sûr, parce que Jean-Marie Tjibaou était un bâtisseur. Jean-Marie Tjibaou aurait pu très bien, au moment de l'embuscade faite à ses frères, de dire on n'aime pas les barrages. Et qu'est-ce qu'il en advenait? C'était, on aurait certainement procédé à un massacre. Donc à partir de là, la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou ne m'a pas forcément surpris. Elle était un petit peu inattendue, mais elle n'a pas forcément surpris. Mais il a été jusqu'au bout de ses convictions pour son peuple, pour la reconnaissance de l'identité kanak, de la culture kanak, est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc ça, ce sont des éléments qu'il ne faut surtout, même notre jeunesse, il faut leur rappeler, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier que cette poignée de main, elle a été très critiquée à cette époque, y compris par des gens de l'intérieur, ou des gens de l'intérieur de l'Union calédonienne qui n'ont pas signé, qui étaient présents, qui n'ont pas signé l'accord et qui ont dit l'esclave a serré la main du maître. Mais l'esclave qui a serré la main du maître, il l'a serré, je dirais, pour ramener la paix en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire pour construire un pays dans la paix, pas construire un pays dans la guerre. Construire un pays dans la paix. Une autre réaction ici? Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Wadéo Achetini, société civile. Je tenais d'abord à remercier les intervenants pour leur prestation. Et puis, je remercie aussi la salle d'être présente et qui est assez nombreuse quand même pour participer à ce. Je trouve simplement un peu dommage que tout le monde ne prenne pas la parole assez rapidement pour rendre enrichissante la soirée. J'ai juste deux ou trois trucs à exposer. Premièrement, c'est que par rapport à la question de est-ce que je suis un petit peu le fruit des accords de Matignon, pour la réponse évidemment oui. Mais il y a un effet pervers par rapport justement aux accords de Matignon, c'est que on a tellement réussi cette paix qu'on en a fait notre zone de confort et on ne veut plus en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne veut même plus se projeter. Quand on parle de 2018 et l'après, il n'y a personne qui veut en parler. Et je trouve ça dommage, parce que le problème c'est qu'on a envoyé tous les jeunes pour faire les études, avec indirectement en leur disant revenez mais vous êtes des exécutants, vous êtes des techniciens, vous revenez, allez faites des études, vous revenez, vous allez avoir un travail. Et ça c'est une erreur pour moi. Le problème c'est qu'on n'a jamais comment dire, aiguisé un autre discours, proposé un autre discours, je ne sais pas imaginer le futur, de donner un autre statut de visionnaire, non plus d'exécutant. Et aujourd'hui, on se retrouve là. On est tellement dans cette zone de confort aussi que quand il y a eu les accords de Matignon, c'est quoi le deal de Matignon? C'était les provinciales, c'était les provinces, la création de provinces. Et donc il y avait un deal pour les provinces, c'était que chaque province manageait son propre développement économique. C'est pour ça qu'il y a eu la Soubille, Sofinor, etc. Mais on est resté aussi dans cette zone de confort, c'est ce que j'ai dit un petit peu aux indépendantistes, c'est que vous, quand il y a eu Matignon, vous vous êtes précipité pour cultiver votre statut de gestionnaire.
et non plus de visionnaires, comme des hommes d'État. Je trouve un petit peu ça dommage aussi. Le deuxième truc, c'est que je trouve aussi que là, la télé, dans les médias, on fait tourner en bourrique toujours avec les mêmes thèmes et les mêmes termes. C'est toujours délinquance, corps électoraux, machin truc, etc. Et on ne donne pas assez de respiration démocratique, c'est-à-dire de faire sensibiliser un petit peu plus la société civile sur des thématiques même importantes, comme la monnaie, la défense, etc. Parce qu'on ne peut pas avoir une réflexion lucide sur l'avenir du pays si la société civile ne s'accapare pas de ça. Alors on dit oui, mais on en a discuté à télé, mais je suis désolé, à part les experts, la société civile ne sont pas procurés de ce débat. Donc je trouve assez dommage. Moi j'aurais aimé voir, je ne sais pas, une sorte d'émission, c'est quoi l'horizon 2050 pour la Calédonie. Aujourd'hui il n'y en a pas. On tourne toujours, c'est toujours dans le passé. Okay. Il y a eu. Non, mais je veux dire, à part les experts, à part les politiques, la politique, ce que je veux dire, c'est la société civile. Inviter un petit peu, c'est sûr, il y a certainement des gens dans les associations qui réfléchissent et qui ont certainement des idées, et qui étaient apportées aussi là-dessus. Et puis, troisièmement, pour le projet de société, parce que c'est un petit peu ça la question, peut-être qu'il y a déjà un diagnostic à faire, je ne sais pas, je pars déjà pour la fonction publique, il y a beaucoup de... je suis désolé, mais mon père, lui, il était fonctionnaire aussi, mais j'ai regardé le rapport de la Chambre territoriale des comptes qui a été rendu en juin 2015, et j'ai vu le gaspillage qu'il y a là-dedans, et c'est payé par les impôts des Calédoniens. On peut faire, je ne sais pas, au moins une économie de 15 à 20 milliards. Et on voyait justement les augmentations justement dans les salaires. Les salaires précédents, je lui donne un exemple, je l'avais en tête, chargé de mission, 690 000, il part, le nouveau, il est à 850 000. Augmentation de 23%. Bon, déjà, il y a un dégraissage là-dessus. Je veux dire, avant de se projeter, déjà, il y a ce travail déjà diagnostic à faire. Ensuite, il y a aussi la question du nickel. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour moi, on est rémunéré au brut avec le nickel. C'est pour ça qu'on a les yeux constamment fixés sur les cours, le brut, du LME. Mais il y a un truc que moi je trouve, c'est que par exemple, il se cache derrière la partie commercialisation du minerai transformé. Parce que c'est là où on se fait le plus de fric. Parce que le minerai transformé, quand il rentre dans un processus industriel avancé, c'est là où je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le minerai brut, le nickel brut, c'est quoi, 1,6 million de francs la tonne. Transformer, lyophilisé, la poudre de nickel, ça coûte 417 000. C'est ça ce qui nous échappe depuis des centaines d'années. Je ne sais pas, à un moment donné, peut-être que ça aurait bien de recapter un petit peu aussi ce potentiel économique, parce que de ce potentiel, évidemment, il y aura des revenus fiscaux, etc., etc. Donc là, c'est juste le truc, et puis ensuite, je finirai là-dessus. Bon, notre modèle économique est mauvais parce qu'il est basé sur le consumérisme. On sait très bien que c'est la bulle de crédit qui soutient la croissance ici. C'est une erreur, parce qu'on est dans la culture des statuts. Moi, je n'ai pas de diplôme, je vais compenser par le matérialisme. Alors, je m'achète des bagnoles, je m'achète des trucs parce qu'il faut que je sois vu. Et c'est une erreur. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas du tout l'intérêt d'acheter une 4x4 alors qu'on vient en ville. Je ne fais pas une Clio suffirait largement, mais non. Et donc, on s'endette. Enfin bref, j'ai juste donné quelques trucs, mais je suis désolé d'avoir été suivi. Merci. Parfait. Parfait. Larry. Monsieur Ouachetine, merci, merci, merci. À force de dire aux jeunes, à la jeunesse que c'est l'avenir du pays, on ne fait que les entretenir dans notre propre passé. Et là, vous venez d'inviter à l'invention, à revisiter les choses, à revisiter notre héritage pour en faire quelque chose de puissant. Vous avez vu, on a remarqué quelque chose aussi ici, là, c'est que la Nouvelle-Calédonie, pour citer un expert de l'histoire calédonienne qui ne veut pas s'appeler être expert, c'est l'enrichissement, la Calédonie est la terre de l'enrichissement des cabinets de consultants et d'études. À chaque fois, on s'interroge sur notre volonté de faire, et donc on cherche. Ne vous inquiétez pas, on va faire une nouvelle étude. Ne vous inquiétez pas, on va faire une nouvelle étude. Vous voyez, moi, ça m'interpelle lorsque l'on parle de ça au niveau de la jeunesse, parce que plutôt que de s'interroger sur les caractéristiques de la jeune génération, interrogeons plutôt nous sur l'héritage que l'on laisse au sein de la nouvelle génération. Le but, c'est de ne pas peut-être s'interroger et de voir qui sont les jeunes, mais c'est de se regarder dans un miroir et de savoir qu'est-ce qu'on leur a laissé. Vous voyez ? Ça, c'est un moyen peut-être de s'interroger sur soi et sur notre responsabilité. Et puis, oui,
il y a quand même quelque chose qui est assez profond au niveau de la philosophie, on va dire, kanak, la philosophie océanienne, la philosophie humaine. Vous savez, dans les familles, le grand frère, c'est celui qui a le devoir de responsabilité, qui prend les décisions. Et il y a le petit frère. Vous savez comment on appelle le petit frère? On l'appelle le vieux. Parce que peut-être il pose la parole de la sagesse. Et oui, le grand frère et le petit frère discutent ensemble. Et à plus large échelle, c'est ce que l'on voit au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce que les anciens ont fait le choix de la liberté. Ils ont fait en sorte que des outils soient posés. Ces outils, nous, on les fait fonctionner. Et puis d'un seul coup arrive notre génération pour se dire, mais on remarque des limites à ce fonctionnement. Alors faisons en sorte que la génération qui arrive après la réinvente, revisite ces outils. C'est ce que vous venez de prouver. Donc vous voyez quelque part dans le champ humain, dans la dimension humaine, et oui, l'ancien a rejoint le plus jeune. C'est peut-être pour ça qu'on appelle nos enfants de par le prénom de leurs grands-parents. C'est peut-être pour ça qu'on dit que le jeune, c'est aussi bien le vieux. Finalement, on se rejoint quelque part. Oui, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose d'assez fort. C'est que finalement, oui, on recrée le cycle. Donc, la jeunesse gestionnaire ou visionnaire, je crois qu'il est là leur responsabilité, comme on disait tout à l'heure. C'est qu'on est à l'aube de les écouter. Mais voilà, faut-il encore se considérer soi-même comme un passeur? Donc, la question est à la transmission et de laisser la place à la jeunesse et surtout de lui faire confiance, de l'écouter et de la comprendre. Voilà. Voilà, je crois que l'on tient là la conclusion. C'est toujours trop court, mais on a, je vois les gros yeux des responsables de l'université à qui on avait promis de finir à 20h. Il est déjà 20h20. Que l'université soit remerciée, que les participants soient remerciés, que vous, public, soyez remerciés parce que vous avez pris la parole. C'est toujours trop court. On aura l'occasion, puisque des pistes ont été ouvertes, on a posé des constats, il y a aussi des pistes, il faut réinventer, il faut décoloniser les mentalités, a-t-on pu comprendre? Enfin, en tout cas, je pense qu'on a tenu ce soir, je pense, la première partie du pari, c'est de faire circuler la parole, et notamment la parole de ces jeunes qui s'inscrivent déjà dans un futur qui est pratiquement déjà au présent, et pour cela, encore merci d'avoir partagé votre vision. On se donnera rendez-vous une nouvelle fois parce que ça mérite vraiment qu'on y revienne. Merci vraiment à vous tous et bonne soirée. Merci. Merci à toi. Merci Larry. Bien, ça a circulé. Alors, évidemment, on aimerait. Il aurait fallu encore 1 heure, mais je pense qu'il faut y revenir. Tu vois? C'est bien, la parole a circulé, tout le monde était là, ça fait bien. C'est bien. Oui, il faut. Oui.